Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Yves Bigot pour la web émission Entertainment Lab. Yves Bigot est le directeur général de TV5 Monde. Et donc Yves, voilà, alors vous êtes où en ce moment? Comment vous vivez cette période très particulière? Là, je suis à Paris, dans mon bureau, à TV5 Monde. Et évidemment, on la vit de manière étrange et inquiète, hein, je pense comme tout le monde. Inquiète pour nos proches et pour les collaborateurs, en tous les cas, de TV5 Monde et ceux de nos prestataires. Et puis étrange parce que c'est très curieux d'être dans cet immeuble de 9 étages et de n'être qu'une petite quinzaine pour assurer l'essentiel de ce qui ne peut pas se faire en télétravail pour que nos 12 chaînes continuent à émettre partout sur la planète. Parce que donc la grande difficulté, c'est évidemment la production et la diffusion, tous les métiers sur le terrain, c'est ceux-là qui sont aujourd'hui très touchés par ce qui se passe. Bien sûr, la production, on est obligé de la réduire puisque on ne peut, par mesure de sécurité sanitaire, pas la faire sur place. Donc tout le monde travaille en ligne et depuis chez lui. Donc ça réduit effectivement beaucoup les possibilités, mais en revanche la diffusion, ça peut pas se faire à distance. Donc tous ceux qui s'occupent de la diffusion et puis la plupart des directeurs aussi sont dans l'immeuble, mais je vous dis habituellement on est 200 au moins dans l'immeuble en permanence. Là on est une petite quinzaine à tout casser sur 9 étages. D'accord. Bon, bah, ça doit être une ambiance sacrément particulière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté même dans cette période. Alors, on va revenir, Yves, en quelques mots sur votre parcours. C'est vrai que vous connaissez très très bien le monde des médias. Sans faire un résumé exhaustif, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles ont été les grandes lignes et vous, tout votre apprentissage avant d'arriver à TV5 Monde? Oh, j'ai été engagé comme assistant réalisateur à Europe 1 quand j'avais 18 ans. J'y suis resté 17 ans, ça c'est pour la radio. Après, j'ai fait 2 ans où j'étais patron des programmes à France Inter. Et ensuite, et récemment, je suis devenu, juste avant de venir à TV5 Monde, j'étais patron des programmes et des antennes de RTL. Ça c'est pour la radio. Et pour la télévision, j'ai principalement été le rédacteur en chef de Rapido, sur Canal+ et la BBC notamment, avant de devenir directeur des programmes de France 2 pendant 8 ans, puis de la RTBF, donc la télévision belge à Bruxelles, pendant 3 ans, et je suis maintenant depuis un peu plus de 7 ans à la tête de TV5 Monde. Super. Et alors, si on parle de TV5 Monde en quelques mots, pour vous, c'est qu'est-ce qui fait vraiment la singularité de cette chaîne et dans sa vision éditoriale, dans ses programmes Déjà, on est une entreprise unique au monde. Il n'existe nulle part sur la planète un groupe de 5 États qui ont décidé de faire une chaîne commune parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs et la même culture. On est la chaîne de la francophonie, c'est ça notre singularité éditoriale, et on émet partout sur la planète, y compris en Chine et en Corée du Nord. Et on touche 330 millions de foyers sur la planète et pour 60 millions de téléspectateurs. Toujours en français et sous-titré en 13 langues. Donc c'est sûr que c'est un véhicule très important de la francophonie et du rayonnement de la France à l'international. Ça, c'est un axe très important pour la chaîne. Essentiel, oui, et du rayonnement de la France, mais aussi de la Belgique, de la Suisse et du Canada. Oui. En termes de programmes, est-ce qu'il y a des programmes aujourd'hui qui sont que vous privilégiez et puis peut-être aussi nous parler de l'impact de cette période dans les habitudes de visionnage et ce que vous ressentez de l'audience aussi dans ces moments évidemment très particuliers? Alors évidemment en ce moment les productions, comme je vous le disais, elles sont réduites à très peu. On arrive à sortir un journal francophone international de 12 minutes tous les jours. Et c'est à peu près tout ce qu'on parvient à maintenir, en tous les cas comme programme frais que nous diffusons. Spécifiquement parmi ceux que nous fabriquons nous-mêmes. Les retours
d'audience, ils sont évidemment très différents puisqu'on est diffusé partout sur la planète. Hein. En Afrique, on nous demande beaucoup évidemment de conseils, notamment de santé, et liés à la crise du Covid-19. Là où, par exemple, aux États-Unis ou en Inde, on nous demande plus de cinéma, plus de séries, etc. Parce que les gens sont chez eux et ils regardent la télé beaucoup plus encore qu'ils ne le font en temps normal. Oui, parce que la durée là aujourd'hui de consommation de télé, elle a augmenté, je crois, autour de 4h30 par jour, il me semble. Donc on a beaucoup augmenté. Si vous parlez des différents pays, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les différences qu'il y a dans les habitudes aussi de consommation des contenus entre les différents pays francophones? Alors ça dépend évidemment de l'offre qui est la nôtre parce qu'en fait on a 8 chaînes en fonction en fonction des régions du globe. Ce qui marche partout c'est le sport. Évidemment, on est diffuseur de la Ligue 1 de football, du top 14 de rugby, du Tour de France. Alors évidemment tout ça est suspendu en ce moment, mais en tous les cas c'est quelque chose qui réunit les téléspectateurs partout sur la planète. Après, en Afrique, on diffuse beaucoup de séries africaines que nous coproduisons et qui est évidemment un très très gros succès. En Afrique et auprès des diasporas, en Europe ou aux États-Unis notamment. Mais pour vous donner un exemple, en Inde, nos programmes les plus populaires, ce sont les séries québécoises. Ah oui, c'est inattendu ça. Donc je ne sais pas si c'est parce que l'Inde et le Canada font partie du Commonwealth, qu'il y a un lien comme ça, mais je n'en sais rien. Et évidemment, elles sont très regardées grâce au sous-titrage en anglais, puisqu'il y a très très peu d'Indiens en revanche qui parlent notre langue. Et vous faites aussi le constat qu'il y a un fort besoin, il y a autant le besoin de divertissement que d'information en ce moment, c'est un peu vraiment sur les deux paliers. Oui, bien sûr, mais je dirais que c'est en ce qui nous concerne, c'est comme ça tout au long de l'année. D'accord, d'accord. Peut-être là, on va aller sur des questions plus liées aussi à tout ce qui se passe autour du digital. Comment vous prenez le tournant digital avec TV5 Monde? C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être sur les deux niveaux entre les chaînes et en même temps tout ce qui se passe en mobile et en social media. Comment vous voyez vous aussi cette évolution dans une chaîne comme la vôtre et quel impact ça peut avoir? Ça, on a fait ce constat effectivement il y a assez longtemps maintenant. Notre rédaction, notamment, est une rédaction bimédia, c'est-à-dire qu'on produit aussi bien pour les antennes que pour le site et les réseaux sociaux. Et par ailleurs, on pratique l'hyperdistribution, c'est-à-dire que nous, nos contenus sont disponibles aussi bien alors partout dans le monde, aussi bien sur les chaînes linéaires qu'elles soient distribuées par satellite, par le câble, par la TNT, mais aussi en OTT ou en IPTV. Et puis notre grand projet, c'est que nous lancerons, je l'espère, toujours en septembre, puisque je ne sais pas si la période actuelle risque de nous faire prendre du retard, pas pour l'instant, mais si ça dure, ça sera sans doute le cas. On lancera la plateforme francophone mondiale donc, qui s'appellera TV5 Monde Plus et qui devait être lancée le 9 septembre prochain. D'accord. Et qui marchera sur un mode abonnement? AVOD, c'est-à-dire gratuite, mode gratuit, puisqu'on est un service public, mais qui pourra accueillir de la publicité et évidemment où on proposera l'identification à nos usagers avec comme richesse les fameuses data si précieuses. D'accord. Et sur les programmes qui seront communs aux chaînes ou avec aussi des contenus additionnels? Les deux. Il y aura les deux? Il y aura les deux. Nous, évidemment, pour des raisons budgétaires, on est amené à la plupart du temps chercher à mutualiser un maximum de choses, c'est-à-dire à rentabiliser au maximum nos contenus et sur les chaînes linéaires et sur les différents outils numériques, mais il y aura de la création spécifique pour la plateforme, oui bien sûr, comme d'ailleurs il y en a déjà pour simplement nos sites de rattrapage ou des web-séries, des web-docs, etc. On travaille déjà là-dessus depuis des années.
D'accord, d'accord. Vous aussi qui connaissez très bien les programmes, alors parce que c'est des métiers que tous les auditeurs connaissent pas forcément, vous l'avez fait à la radio, à la télévision, qu'est-ce qui pour vous fait vraiment un bon programme en termes de votre conviction, en termes de diffuseur? Ah, alors ça, il y a deux types de bons programmes. Il y a d'abord, tous les programmes qui plaisent aux téléspectateurs sont des bons programmes puisqu'ils sont validés par les usagers. Mhm. Et ensuite, il y a des programmes qu'on aime, auxquels on croit, voilà, qu'on défend, qu'on essaie de promouvoir et parfois qui ne marchent pas, mais ça n'implique pas obligatoirement que ce sont des mauvais programmes pour autant. Alors, c'est soit qu'ils ne sont pas arrivés au bon moment, ou soit qu'on n'a pas bien su les promouvoir, les marketer et voilà, donner envie au public de les regarder. Mais fondamentalement, un bon programme, c'est un programme dont vous allez ressortir en ayant soit passé un bon moment, soit en gardant quelque chose après l'avoir regardé. D'accord. Et vous, en tant que spectateur, il y a quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué? Là, on sort forcément peut-être de votre activité, mais des programmes, des émissions qui ont pu beaucoup vous marquer en tant que spectateur. Non, ça peut être de tout temps d'ailleurs, récemment ou il y a longtemps. Bah écoutez, oui, c'est compliqué à dire parce que je suis pas un téléspectateur comme un autre dans le sens où C'est sûr. voilà, j'ai toujours un œil et un intérêt professionnel euh, voilà, à ce que je fais, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis un très 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 gros consommateur de séries. Alors, c'est pas très original. Oui, Enfin, j'en bouffe vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et évidemment, je suis voilà, sidéré par la créativité américaine hein, dans ce domaine, mais oui. aussi anglaise. Là, en ce moment, par exemple, je viens de commencer The English Game, donc la série Netflix hein, qui est faite par le créateur de Downton Abbey sur les origines du football en Angleterre. Ouais. Voilà, mais par exemple, j'ai adoré une série israélienne qui s'appelle Fauda, Ah oui, j'ai adoré aussi. voilà, dont la troisième saison, dont j'attends la troisième saison avec une grande impatience, puis parfois des séries sur lesquelles je tombe un peu par recommandation d'amis, mais qui n'ont aucun écho médiatique, en tous les cas, qui n'arrivent pas jusqu'à moi. J'ai vu une très très bonne série dont il doit exister 4 ou 5 saisons, qui s'appelle Queen of the South. Mhm. C'est voilà, une série américaine où Reina del Sur, hein, mais je pense que ça a été tourné en anglais plutôt qu'en espagnol quand D'accord. même si l'héroïne est brésilienne. Et TV5 Monde, il pourrait aller sur le terrain des séries ou c'est un autre style pour vous de public et de contenu? Alors nous, on en diffuse, hein, bien évidemment. On diffuse les séries québécoises, les séries belges, des séries suisses, évidemment les séries de France Télévisions et d'Arte France, hein, c'est-à-dire les chaînes qui sont nos partenaires. Et puis nous, on est surtout coproducteurs de séries en Afrique. On est coproducteur ouais, pas loin de 80 séries sur l'ensemble du continent africain. Donc c'est là qu'on joue notre rôle, on va dire, de producteur. Oui, exactement. Parce qu'effectivement, je vois aussi que vous avez une TV5 Monde Amérique latine, il y a vraiment une logique locale aussi, TV5 Monde Brésil. Il y a combien de pays aujourd'hui représentés par TV5 Monde? Vous l'avez dit, 130. Alors non, on est partout. Hein. Il n'y a pas un seul pays de la planète où on ne soit pas diffusé. Hein. Je vous dis, on est en Chine, on est en Corée du Nord, à Cuba, au Soudan du Sud, etc. Les pays où on est le plus regardé au monde, ils sont principalement en Afrique. Hein. Évidemment, c'est la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, Madagascar. Mais aussi dans le top 10, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'Inde, mais il y a aussi le Maroc, le Vietnam et la Roumanie. D'accord, d'accord. Un sujet autour du brand content. Comment vous voyez aussi comment dire, le changement dans la manière dont les marques peuvent demain intervenir et sur les programmes. Alors bon, on en était évidemment sur le format publicitaire qui reste efficace et présent, mais est-ce que vous croyez aux nouvelles manières de sponsoriser des contenus, au brand entertainment? Est-ce que vous pensez que tout ça va aussi un peu évoluer? Parce que j'imagine vous avez vu pas mal de styles de régie. On arrive un peu dans une nouvelle ère de 2020. Est-ce que les annonceurs vont un peu bouger dans leur manière ouais, d'intervenir chez les diffuseurs? Bien sûr, ils le font beaucoup. Et alors, parfois, on redoute un peu, nous,
qui sommes un service public, de retomber sur le vieux système du bartering, hein, où les programmes étaient financés par les marques, parce que évidemment, on a toujours peur d'y perdre notre indépendance éditoriale. Ouais. Mais nous, ce qu'on pratique beaucoup, et alors notamment sur la production de séries en Afrique, parce que ça permet d'améliorer très singulièrement le financement, c'est le placement de produits dans les séries ou dans les films de cinéma. Ça, c'est, pour nous, en tous les cas, dans ce qu'on développe, c'est ce sur quoi on travaille avec le plus d'intérêt, et on fait ça avec des annonceurs et nos régies publicitaires, hein, donc qui sont France Télévisions Publicité pour l'ensemble de la planète et Canal+ Advertising en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, avec peut-être plus de souplesse avec ce qui sur la diffusion internationale que sur la diffusion France. En la matière, non, c'est plus simple d'un point de vue de la législation. C'est-à-dire dès que on sort effectivement du domaine administré par le CSA, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus souples et plus faciles à gérer dans le rapport avec effectivement l'investissement des annonceurs autour ou dans les programmes. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile en Afrique notamment, hein, où on est très présent. D'accord. Comme coproducteur et pas seulement comme diffuseur. Alors vous avez mentionné les plateformes, il y a deux sujets qui m'intéressaient. Il y a le sujet documentaire. Je sais que par exemple, il y a le docu, vous l'avez peut-être vu dans le cerveau de Bill Gates, qui était très intéressant sur l'aspect développement et tout ce qu'il faisait pour évidemment l'Afrique. Et alors après, évidemment, il y a des sujets, il y a des personnes qui peuvent dire ah c'est bien, c'est pas bien, mais bon, c'est quand même une initiative qui a le mérite d'exister et il ouvrait sur des perspectives et des champs intéressants. Est-ce que le documentaire, ça peut être un format qui est très présent sur TV5 Monde, et comment vous voyez les bons documentaires évoluer sur des thématiques qui peuvent être celles de TV5 Monde, quoi. Alors oui, bien sûr, hein, c'est un des genres majeurs de notre offre et d'ailleurs un des genres les plus prisés par nos téléspectateurs, où qu'ils soient sur la planète. Le documentaire, vous savez, surtout on le pratique vraiment dans tous les genres, parce que c'est une façon de raconter le monde avec un prisme singulier, celui du réalisateur. Donc voilà, après le documentaire, on voit bien qu'il fait. Il y a eu, quand j'étais à France 2, j'ai vécu l'avènement du docu-fiction, hein, donc qui faisait appel à des éléments qui étaient fictionnés pour raconter des histoires, avec d'ailleurs ça a aussi permis l'explosion du budget, hein, consacré au documentaire à ce moment-là. C'est très intéressant, mais c'est vraiment, le documentaire, c'est une manière de raconter le monde. Donc ça peut aller du portrait d'artiste jusqu'à effectivement le docu-fiction avec de la reconstitution, y compris par du motion design et en 3D, faisant appel à l'intelligence artificielle, etc. Donc, je veux dire, la technologie, mais ça, je dirais, c'est pour la forme, et plus la forme est attractive et intéressante, et évidemment plus ça donne de chances de toucher des gens sur ce qui est le fond de ce qui est raconté à l'intérieur du documentaire. Mais oui, bien sûr, nous, c'est un genre absolument majeur sur nos antennes, parce qu'on a un public qui adore d'abord découvrir le reste du monde, et puis découvrir toutes les histoires qu'on peut raconter à travers des documentaires qui peuvent être aussi bien d'investigation que culturels, historiques, de toutes sortes. Et nous impliquons notamment et particulièrement dans les documentaires autour de l'environnement, de l'écologie, de la préservation de la planète, de la diversité, de la préservation des espèces, etc. Ah oui, ce sont des bons thèmes. Et avec une intervention en amont du financement, souvent avec d'autres styles de financement, c'est ça ? Oui, on est alors coproducteur, on ne l'est encore une fois qu'en Afrique, hein, où on s'investit aussi beaucoup dans le documentaire. Sinon, on est très souvent en préachat.
effectivement, hein, sur les documentaires qui se produisent en France. Et on fait aussi pas mal d'achats a posteriori, notamment pour compléter des offres ou des collections thématiques. Alors peut-être une dernière question sur vous avez mentionné les plateformes, c'est vrai que c'est le sujet évidemment très fort dans les médias ces dernières années, que ces plateformes, vous avez mentionné les séries entre Netflix, Amazon, Hulu, ont un peu redéfini la donne. Est-ce que pour vous, comment les groupes de médias existants vont pouvoir le faire? Alors on lance des plateformes, mais effectivement c'est beaucoup de moyens que ça représente pour aller capter les publics ou fabriquer les contenus. Quel regard vous avez là-dessus? Est-ce qu'aussi on va pouvoir avoir plusieurs abonnements pour une personne? Ça pose aussi une question. Est-ce qu'on va pouvoir multiplier chacun nos abonnements? J'aimerais bien avoir votre avis de pro parce que c'est quand même un sujet chaud et puis c'est vrai qu'avec le corona, ces plateformes se sont aussi bien développées, hein. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Écoutez, nous, c'est pour la raison que ce que vous évoquez, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix, nous, que la plateforme TV5 Monde Plus sera gratuite. Justement pour ne pas multiplier cette nécessité, hein, de payer des abonnements. Alors, tous les amateurs de sport comme moi ont pris l'habitude, hein, parce qu'il faut être abonné à Canal+, beIN Sport, Mediapro, Eurosport, etc. Donc, nous, on sait évidemment déjà combien ça coûte, simplement pour pouvoir assouvir notre passion, puisque les droits sont éclatés entre différents concurrents. Ce que je pense, c'est que effectivement, la multiplication de ces plateformes, ça va obliger à s'abonner à plusieurs, et à la fois parce qu'elles certaines se spécialisent, et en même temps, ce à quoi on assiste, on le voit bien avec Netflix, c'est à ce que les plateformes sont en train de se généraliser, c'est-à-dire elles ont démarré, hein, avec les séries, hein, comme vous le rappeliez, avec la puissance, hein, à la fois de leur production et du rachat des droits de séries déjà existantes. Et puis après, elles ont aggloméré du documentaire, du cinéma autour de ça, mais on est en train de voir, on a vu que Netflix, par exemple, s'est lancé dans l'événementiel du spectacle, hein, en décembre dernier, avec Springsteen on Broadway, avec en plus une date de diffusion initiale qui ressemblait vraiment à de la télévision traditionnelle. J'ai le sentiment qu'on va assister en fait à deux types de plateformes qui vont coexister, c'est-à-dire des plateformes qui seront spécialisées d'un côté, peut-être dans un seul genre, et peut-être même avec une spécialisation qui deviendra de plus en plus grande jusqu'à aller dans un marché de niche, et puis d'autres plateformes qui seront généralistes. Mais ce à quoi on assiste aussi, et c'est très intéressant de suivre ça, c'est que les plateformes, pour se développer, ont besoin de s'allier à des chaînes traditionnelles de manière à optimiser leur nombre d'abonnés. On voit ça avec Canal+, hein, en France, hein, qui s'est allié avec Netflix, avec Disney+, etc. Et nous, on voit bien comment c'est le cas aux États-Unis et sur tous les principaux marchés mondiaux. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est assez intéressant de voir que les plateformes à la fois concurrencent les chaînes de télévision et d'un autre côté passent leur temps à s'allier à elles. Donc c'est très fascinant de suivre ça et de suivre cette évolution. Et puis comme vous le voyez, au temps du corona, tous ceux qui avaient décrété que la télévision linéaire et traditionnelle était morte s'aperçoivent que c'est bien loin d'être le cas. Oui, c'est pas le cas. Les deux marchent très fort, les plateformes et les chaînes en ce moment, ça c'est sûr. Et écoutez, merci beaucoup Yves Bigot pour cette intervention, et je vous souhaite aussi bon courage pour tout ce qui se passe pour vous et vos proches et votre travail. Et voilà, on sera ravis d'écouter ce podcast avec le reste des auditeurs.